Bernard Spitz, Sandrine Lemery, Jamel Swamy, Mathilde Lignot-Leloup, je crois que le placement a l'air assez libre, et Maurice Renat. Table ronde intitulée « Reste à charge zéro », mais j'ai l'impression que ça n'est plus l'appellation officielle. Quelle mise en œuvre? La promesse du reste à charge zéro, vous l'avez vu dans le baromètre, elle est plébiscitée. Les Français savent exactement de quoi vous parlez, de quoi nous parlons. On a un malentendant sur 3 qui n'est pas appareillé. En dentaire, le taux de renoncement aux soins pour raisons financières atteint 17%, mais avec la réforme du 100% santé, annoncée ce matin par le chef de l'État, à quoi ces Français auront-ils droit? Et quelle sera la répartition des efforts entre l'assurance maladie obligatoire, les complémentaires, les professionnels de santé et les industriels, évidemment, qui sont concernés? La question de fond, c'est aussi une équation financière à résoudre. À cette table, nous avons donc des acteurs en prise directe avec cette équation, avec cette actualité. Elle pilote l'ensemble de la réforme. Bonjour Mathilde Lignot-Leloup. Bonjour à tous. Vous êtes la directrice de la sécurité sociale. Elle est le... Est-ce que vous allez m'en vouloir? Elle est le gendarme du secteur, le régulateur. Bonjour Sandrine Lemery. Bonjour à tous. Vous êtes la première secrétaire générale adjointe de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pourquoi pas? La CPR. Le gendarme, ou on peut dire plus gentiment le phare qui signale les écueils financiers. Il représente les sociétés d'assurance. Bonjour Bernard Spitz. Le président de la Fédération française d'assurance. Là, on a les 3 familles. Également à cette table, les institutions de prévoyance. Bonjour Jamel Swamy. Bonjour. Le vice-président du CETIP, le centre technique de ces institutions. Et celui qui représente la Mutualité française, c'est Maurice Renat, vice-président de la Mutualité française. Également, la voix, le représentant des 3 familles de l'UNOCAM. On peut dire ça comme ça? On peut le dire. Hein, on peut dire Bonsoir. Ça. Voilà, 3 modèles économiques différents. Maurice Renat à la tête de l'UNOCAM. Dans le public, comme tout à l'heure, si vous voulez bien, via l'application, vous posez des questions. Il va y avoir un temps pour vos questions. Et tout de suite, pour démarrer, Maurice Renat, on fait le cadrage de cette table ronde avec vous. Donc pour nous, le reste à charge zéro, c'est très clairement ce qui doit permettre un meilleur accès aux soins. Je ne reprendrai pas les chiffres qui ont été indiqués sur les restes à charge selon l'optique, le dentaire ou l'audioprothèse. Tout ceci doit se mettre en place sur 3 ans, 2021 et peut-être une partie même 2022, ce qui veut dire qu'il y aura un travail d'adaptation énorme, quel que soit l'organisme pour mettre en place cela. Le seul souci que nous avons, nous, quand je dis le seul souci, il y en a d'autres, mais le souci principal, c'est que les analyses économiques qui ont été faites sont des analyses globales, avec la ministre l'a redit tout à l'heure, des périodes de réflexion, de remise à niveau. Et vous savez tous que selon la complémentaire, selon la typologie de ces fichiers, les problématiques ne seront pas les mêmes si on est en optique ou par exemple si on est en audioprothèse. Donc nous aurons à veiller de très près que personne ne soit exclu dans ce reste à charge zéro. Et comme l'a dit ce matin le président de la République, il y a sans doute des leviers pour permettre à ceux qui ont des revenus les plus faibles de rester dans le champ du reste à charge zéro. Voilà quel est pour nous pour poser le problème très simplement. Alors le reste à charge zéro, pour lancer les débats, avant de donner la parole à tout le monde, je vous propose de regarder ensemble ce film de présentation. Quand Marion change de lunettes, grâce à sa mutuelle, il ne lui reste que 4 € à payer de sa poche. Elle a la chance de vivre dans l'Ariège car si elle habitait Paris, il lui resterait 236 € à payer pour la même paire de lunettes. De son côté, Michel a renoncé à l'idée de se faire équiper d'une prothèse auditive car 856 € à sa charge, c'est beaucoup. Quant à Hervé, son dentiste lui a demandé 650 € pour une couronne en céramique. Il a lu quelque part que son dentiste l'achetait 115 € au fabricant et ça l'énerve un peu. Il se demande bien ce qui explique un tel écart. Hervé a l'impression, comme 2 Français sur 3, que le reste à charge a augmenté depuis 5 ans. Le reste à charge, c'est ce qu'il reste à payer après les remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle. Un Français dépense en moyenne 2 930 € par an pour se soigner. Il paye de sa poche 247 €, c'est son reste à charge.
Ce reste à charge est variable selon les soins. Par exemple, il est de 2,3% pour les soins hospitaliers, mais il est bien plus important pour le dentaire, l'optique et l'audioprothèse. Aujourd'hui, il est souvent possible de s'équiper de lunettes sans avoir de reste à charge. Mais pas partout, pas toujours, et quand il y a un reste à charge, il varie selon le département. Pourtant, il y a beaucoup plus d'opticiens en France qu'ailleurs. Le marché des audioprothèses est différent. Les prix élevés des équipements peuvent décourager les Français et il n'y a pas suffisamment d'audioprothésistes sur le territoire. Et pour les prothèses dentaires, les prix pratiqués rendent le reste à charge souvent variable pour le patient. Aujourd'hui, l'ambition est de définir un panier de soins nécessaires et de qualité en dentaire, en optique et en audioprothèse sans reste à charge, tout en laissant la liberté au patient de choisir son équipement avec ou sans reste à charge. L'ensemble des acteurs doit y contribuer. Parce que la question de l'accès à des soins de qualité sans reste à charge ne peut pas dépendre uniquement du remboursement des mutuelles. Comment va exister ce reste à charge zéro pour les familles et pour les organismes d'assurance maladie obligatoire complémentaire? Mathilde Dignot-Leloup, on a eu ce matin les annonces du chef de l'État, la conférence de presse de la ministre. Vous qui pilotez la réforme, qui la connaissez, on va avoir les réactions des familles. Qu'est-ce que ça va être ce 100% remboursé, les paniers de soins? Comment ça va se passer? Alors d'abord, c'est vrai que le président de la République l'a rappelé, c'est vraiment une conquête sociale essentielle et vraiment des accords historiques par rapport à une habitude qu'on avait prise d'avoir dans ces 3 secteurs des restes à charge importants. Je voudrais peut-être insister d'abord sur un peu la méthode d'élaboration pour aboutir à cette réforme et notamment bien insister sur le processus de co-construction qui fait que nous avons travaillé cette réforme à chacune de ces étapes avec tous les représentants des complémentaires santé qui étaient présents avec nous et avec l'ensemble des professionnels du secteur. D'ailleurs, la ministre de la Santé a signé aujourd'hui un protocole d'accord avec l'ensemble des acteurs du secteur de l'audioprothèse qui marque la mise en œuvre de cette réforme et leur implication dans cette réforme, et un accord dans le secteur de l'optique avec 2 des principaux syndicats d'opticiens qui représentent plus de 80% des opticiens. Et comme vous le savez aussi, dans le champ dentaire, il y a un accord conventionnel qui va être officiellement signé le 21 juin prochain. Donc c'est clairement un engagement de tous dans cette réforme qui fait qu'on peut arriver à ce dispositif qui va pleinement monter en charge d'ici 2021, avec dès 2019 des améliorations très nettes, notamment une baisse du reste à charge sur les aides auditives de 200 € dès 2019 et dès 2020, une amélioration avec un dispositif 100% santé pour l'optique et qui va commencer pour le dentaire. Comme vous l'avez dit, comme le petit film le montre bien, c'est que pour arriver à ce panier 100% santé, il a fallu bien sûr travailler sur quel est le contenu de ces soins, quels sont ces critères de qualité et du coup fixer aussi un tarif pour ces soins parce qu'il n'est évidemment pas possible de pouvoir garantir un reste à charge nul si on n'a pas défini le prix limite de ce panier. Et donc c'est ce à quoi on a travaillé dans les derniers mois sur les 3 secteurs pour faire en sorte que dans chaque secteur, on ait la définition d'un panier de qualité avec un prix limite qui puisse être systématiquement proposé aux concitoyens. Et donc concrètement, par exemple, sur le secteur de l'optique, ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2020, tous les opticiens proposeront au travers d'un devis, il y aura forcément une offre sans reste à charge s'il y a une offre qui est proposée. Et cette offre sans reste à charge comportera un équipement avec une monture et des verres de qualité, donc c'est-à-dire avec tous les critères d'amincissement, d'anti-reflet qui sont nécessaires. Et donc c'est la définition de ce panier 100% santé qui a été défini et travaillé avec l'ensemble des professionnels.
Les trois, non, vous voulez ajouter, sinon on passe aux 3 familles pour voir comment elles ont. Vous parlez d'une conquête historique, de co-construction. On va peut-être dire un mot du coup de la méthode. Bernard Spitz. Conquête historique, co-construction, pour définir ce panier, si je comprends bien, d'entrée de gamme, c'est-à-dire en entrée de gamme avec 100% remboursé. D'abord, bonjour à toutes et à tous, et je voudrais dire un petit mot de remerciement à Thierry Baudet et en son nom à vous toutes et tous, parce que je crois que c'est la première fois qu'un président de la Fédération française d'assurance est à votre tribune, et je m'en réjouis. Je m'en réjouis aussi du fait qu'on soit toutes les familles réunies, parce qu'en fait, c'est pas une première. Ça fait maintenant beaucoup de longues périodes dans lesquelles on a appris à travailler ensemble sur des sujets compliqués, qui sont ceux d'aujourd'hui, mais qui avaient commencé avant. Et donc, c'est ensemble qu'on a à la fois pu travailler à ce que Maurice disait à l'instant, à savoir notre priorité, c'est l'impératif de santé, c'est de faire entrer la France au XXIe siècle sur les points d'ombre qui restaient, et le fait que dans un pays comme le nôtre, des gens pouvaient renoncer à des soins essentiels n'est pas digne de notre pays. Donc je crois que c'est avec beaucoup de cœur qu'on a décidé de travailler tous ensemble sur ces sujets. Et effectivement, je crois qu'on a tous constaté la volonté symétrique du côté du gouvernement et de la ministre en particulier d'aller dans ce sens. Donc, de ce point de vue, une satisfaction, je crois, partagée. Enfin, je laisserai mes collègues commenter. Co-construction. Bon, le terme... Un travail commun sans aucun doute, une réflexion d'échange entre nous sans aucun doute, beaucoup de points qui ont pu être trouvés et dégagés grâce à l'écoute de tous et de chacun. Donc, de ce point de vue-là, comme l'auraient dit d'autres, le bilan est globalement positif. Après, évidemment, il y a des points sur lesquels chacun peut avoir le sentiment que ce n'est pas comme ça qu'il aurait construit l'édifice. Donc, je ne sais pas si la co-construction, l'image du bâtiment dans lequel on peut venir voir 10 ans plus tard les prestataires pour vérifier qu'ils ont bien tenu leurs engagements est la bonne. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une philosophie commune, sans aucun doute. Alors après, je pense qu'on a fait effectivement un progrès important par rapport à ce qui pouvait être certains écueils au début, notamment permettre de donner, d'apporter tout ce qui est nécessaire en termes de souplesse, en termes de créativité, faire sa place à l'innovation. C'est un secteur, la santé, dans lequel il y a énormément d'innovation en permanence. Donc si on ne tient pas compte de la faculté de s'adapter à ces innovations, on risque d'être toujours en retard par rapport à ce qui existe, et c'est non seulement malsain de tout point de vue, mais ça ne sert pas l'intérêt des Français. Donc de ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Après, il faut distinguer les sujets, puisqu'on a 3 On va les distinguer, on va peut-être demander à chacun son avis sur la méthode, puisque ça a été le premier sujet abordé, la méthode et la satisfaction. Et en effet, oui, après, il faut aller dans le détail, il faut comprendre de quoi on parle exactement. Jamel Swamy. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je me joins au remerciement de Bernard Spitz à la mutualité en tant qu'institution et à son président Thierry Baudet, qui nous permet de débattre comme ça aujourd'hui, et puis qui travaille à rassembler ce qui est épars, puisqu'on se retrouve assez régulièrement maintenant au niveau des 3 familles pour rechercher des voies communes. Alors, on a des différences entre nous, normal, même au sein de nous, on a des différences. Mais le fait de se mettre à la table ensemble et de chercher des solutions et d'élargir ce cercle à l'AMO, au ministère de la Santé, aux professionnels de santé, enfin aux organismes représentatifs des professionnels de santé, me semble être quelque chose à laquelle Thierry contribue activement, et je le remercie. Je le remercie également de le mot de ce matin, enfin c'est plus qu'un mot, sur l'intervention de ce matin, dans laquelle j'ai trouvé une recherche de sens. Et je voudrais, avant de rentrer dans la réforme RAC 0, poser quelques pierres sur la santé. Alors la santé est un composant essentiel du pacte républicain. Il l'est, il l'était et il sera probablement demain. L'AMO est le socle du système de santé, avec 77% de prise en charge au niveau des dépenses. La médecine libérale, l'hôpital, les centres de soins non lucratifs exercent ces soins. La santé est le premier besoin d'assurance privée.
Alors j'entends par assurance privée hors de la sphère publique, puisque l'activité santé représente 37 milliards d'euros. Si je rajoute la prévoyance, on est à 57. Rapporté à l'automobile, qui fait 21, on voit l'importance de la santé, y compris dans sa partie complémentaire. Autre élément, les Français n'ont aucune idée du prix de leur santé ou du coût de leur santé. Alors, je vais vous dire que la consommation des soins et prestations de santé pèse 9% du PIB. Bon, ça parle peut-être à 2-3 économistes, mais probablement pas plus. Je vais vous dire que tout ça pèse 200 milliards d'euros. Ça commence à parler un petit peu. 3 000 euros par an et par personne. Là, ça commence à être un petit peu plus concret. Mais si je vous dis que pour une famille de 4 personnes, c'est 12 000 euros par an, soit 1 000 euros par mois, rapporté à un SMIC net qui est à 1 300 euros, on voit le coût de notre santé. Jamel Swamy, il faut finir avec les jalons parce qu'on a énormément de questions dans la salle et il faut qu'on avance. Je vais y si aller. vous voulez bien. Je vais y aller, je vous assure que je vais y aller. Et donc cet aspect de coût est très important et il n'est pas perçu par les Français. Et puis enfin, la santé est un produit de luxe, puisque quand on cumule la TSA, la CSG-CRDS, le forfait social sur les contrats collectifs et la part d'impôt sur le revenu sur la part patronale, on est à 37%. Donc la santé est plus taxée qu'un pot de Nutella. Et j'en veux pas particulièrement un Nutella. Sur la mise en œuvre du RAC 0, la réforme telle qu'elle a été présentée en janvier visait à améliorer l'accès aux soins, à des soins de qualité et à réduire le reste à charge. Bernard Spitz l'a dit tout à l'heure, il n'est pas digne de la 5e puissance mondiale que 43%, c'est le chiffre de ce matin, des Français aient renoncé à des soins pour des coûts. C'est pas digne de nous et nous devons y travailler. Et pour ce qui concerne les institutions de prévoyance, nous sommes résolument engagés dans la réforme. Alors on a quelques points de satisfaction et puis quelques points d'attention. Et je vais être très court. On aura le temps de développer, mais c'est pour que la parole circule. D'accord. Sur les points de satisfaction, on a beaucoup parlé de prévention, très important. La volonté est là, il faudra lui donner corps. Mais c'est très bien, ça a été évoqué plusieurs fois ce matin. Les négociations dentaires qui vont vers plus de soins conservateurs et moins de soins prothétiques nous semblent aller dans le bon sens. Les solutions trouvées sur la lisibilité nous semblent être des solutions efficaces et pragmatiques. Donc on y souscrit pleinement. Et le principe d'un pilotage concerté entre les différentes parties prenantes nous semble très bien. 2 points d'attention. Le premier porte sur le calendrier. Il y a un calendrier politique. On le comprend tout à fait. Et puis il y a des négociations de branches pour donc les accords collectifs de branche qui vont nécessiter du temps. Et il ne faudrait pas que le calendrier politique l'emporte sur le calendrier du dialogue social de branche. Et puis un dernier point sur les coûts. Et comme ça, je passerai la transition avec la CPR sera très bien. On est des organismes si vous faites tout le travail, c'est super. D'assurance maladie. Et puis comme vous le voyez, on est encadré par la sécurité sociale et par la CPR. C'était par hasard, hein, ce n'est pas fait exprès. Il y aura des augmentations de coûts. Est-ce que ces coûts seront traduits en augmentation de tarifs? On va aller chercher dans nos réserves. Bon, dont acte. Quand on regarde les... Il y a des accords, hein. À côté de vous, il y a des grimaces. Quand on regarde les statistiques des ratios combinés des contrats santé, on est cette année à 0,3% bénéficiaires. Sur les contrats collectifs, pour les institutions de prévoyance, c'est très majoritairement ça, on est à moins 4%. Et on est négatif depuis une dizaine d'années. Donc des réserves, s'il y en a, si vous en avez, utilisez-les, mais il y en a pas partout. Et ce ne sont pas les résultats financiers qui nous permettent aujourd'hui d'aller compenser ce qu'on a peut-être fait pendant quelques années. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Et le dernier thème, c'est on a le forfait patientèle qui était environ 250 millions.
et qui va passer à 300 dans les 2 années à venir. Il va déjà falloir qu'on l'absorbe. Donc, je crois que je peux passer la parole à Sandrine Lemry pour En effet, de la cohérence à tout ça. Merci. Sandrine Lemry, qui n'a pas encore pris la parole, la CPR. En effet, cette réforme, elle bouleverse les fondamentaux. On a une question pour vous. Alors que les contraintes prudentielles et fiscales n'ont jamais été aussi fortes pour les OCAM, comment intégrer les nouvelles charges liées au RAC 0 sans toucher aux cotisations? Et la question des cotisations, elle ne cesse de revenir, en fait. C'est la question. Oui, alors, pour répondre d'abord à votre question sur la méthode, en effet, l'autorité de contrôle, nous n'étions pas partie prenante aux discussions en cours, mais évidemment, on est très vigilants sur ce dossier, puisque, vous l'avez dit, on est les gendarmes, on est les gardiens de la solvabilité des entreprises. Le métier de la CPR, c'est de veiller à ce que les primes qui rentrent d'abord permettent de payer dans le temps les sinistres. En frais de santé, c'est assez court, ça se voit très vite, il y a des risques plus longs, mais tout de même, voilà, notre métier, c'est de veiller qu'il y a assez pour payer in fine ce qui a été promis. On veille à ce que les organismes d'assurance, donc les mutuelles livre 2, les institutions de prévoyance, les sociétés qui relèvent du Code des assurances, tiennent leurs promesses. Et donc la solvabilité future, c'est un coussin pour s'assurer de ça, et c'est fait par les résultats d'aujourd'hui. Donc en effet, nous on est attentifs à ce qu'il y ait suffisamment de cotisations et des prestations en rapport avec les cotisations. Donc ce que peuvent faire chacune des entreprises par rapport à ça, c'est en effet maîtriser leurs coûts. Et je crois que tout le système prudentiel qui est mis en place est là aussi pour les aider à avoir une vraie gouvernance sur la maîtrise des risques et une maîtrise des systèmes de gestion, la rationalisation des investissements. Donc moi, j'ai pas de recette magique. C'est vrai que ça dépendra de chaque organisme sur comment il gère ses cotisations, son panier de soins et la façon dont tout ça est équilibré, avec une optique, alors plus les entreprises sont riches, plus c'est facile, mais il n'empêche que de toute façon, la richesse future, c'est les résultats d'aujourd'hui. Donc il faut que l'activité reste équilibrée. C'est la grande question, oui. Maurice Ronat, oui. Puis Mathilde Lignot-Leloup, en effet. Oui, il y a 2 questions qui sont posées et qui correspondent parfaitement à mon intervention de début. Aujourd'hui, si je laisse de côté l'équipement auditif, en n'oubliant pas que nous allons apprendre dès l'année prochaine la remise à niveau des soins, puisque cette remise à niveau des soins pour les complémentaires, c'est un peu moins de 200 millions. Donc, si on fait une analyse globale entre les gains sur l'optique, les surcoûts sur le dentaire hors soins conservateurs et qu'on ajoute les soins conservateurs, à quelques dizaines de millions d'euros, on est à l'équilibre. Mais que veut dire cet équilibre? Moi, je persiste à faire des analyses, et je conseille à tous mes collègues de les faire. Lorsque vous avez un fichier où il y a 70% de personnes âgées, vous risquez d'avoir beaucoup de dépenses en audioprothèse. Vous en aurez un peu moins. Mais notre problème à nous avons des contrats aujourd'hui qui ne prennent peu de dépassements. Donc, comment ces contrats pourront digérer cette hausse importante? Et j'ai bien noté que le président de la République était prêt à ouvrir une réflexion là-dessus. Il y a une petite allusion oui, sur la fiscalité. Voilà. D'ailleurs, lorsqu'on l'a rencontré avec nos 2 collègues, la ministre, on a attiré son attention. On en a parlé avec la DSS. Je crois que la prochaine étape, c'est d'analyser de très près les incidences macro de ces hausses de cotisation. La pire des choses qui puisse arriver, c'est qu'on montre du doigt des mutuelles qui augmenteraient fortement leurs tarifs parce qu'elles ont des remboursements peu élevés aujourd'hui et qu'elles auront un gros effort à faire pour les passer à reste à charge 0. Donc notre attente, nous, elle est importante sur la réponse des pouvoirs publics là-dessus. Mais moi, j'ai des idées à leur en donner. Mais vous avez Mathilde Lignot-Leloup, la directrice de la Sécurité sociale. Les cotisations, c'était une ligne rouge. Elles ne doivent pas augmenter, ça c'est la théorie. C'est pas que de la théorie, parce que Maurice Ronat l'a évoqué. Un des points d'attention et important dans la préparation de cette réforme, ça a été de veiller à l'équilibre des financements entre assurance maladie obligatoire et complémentaire, et à veiller à ce qu'il n'y ait pas, du fait de cette réforme, un impact sur les primes des assurances complémentaires. Et ça, Maurice Ronat l'a évoqué. Globalement, il y a du fait à la fois de cet investissement de l'assurance maladie obligatoire, du fait de
la programmation dans la durée de la réforme, puisqu'on a une réforme qui va rentrer en vigueur sur plusieurs années. On a bien un équilibre global de la réforme, avec notamment la sécurité sociale va doubler sa base de remboursement pour les aides auditives. Elle investit très fortement dans les soins conservateurs dentaires et dans la prévention. C'est aussi un moyen d'éviter ensuite des prothèses. Il y a aussi un recentrage, une évolution de plus de remboursement dans le panier 100% optique du point de vue de l'assurance maladie obligatoire. Donc on a un effort globalement partagé. On peut dire que sur l'ensemble de la réforme, on a environ 75% des coûts qui sont pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. Et on a dans cette réforme assumé, la ministre l'a évoqué tout à l'heure, le fait qu'il puisse y avoir des économies sur la prise en charge des montures des lunettes, parce que effectivement, dans ce cas-là, sur le choix d'une monture, il peut y avoir un choix des consommateurs d'avoir, pour des raisons esthétiques ou autres, une monture qui va au-delà du prix aujourd'hui, soit dans le panier à 100%, soit du panier pris en charge à tarif libre. Et donc il y a une baisse du plafond des contrats responsables pour les montures, qui passera de 150 à 100 €, qui doit aussi permettre de faire des économies pour les complémentaires santé et pouvoir équilibrer ainsi les impacts de cette réforme. Donc clairement, c'est un point qui a fait l'objet de beaucoup d'attention a priori. Après, tout l'enjeu, ça va être de suivre dans la vraie vie, sur le terrain et de manière effective, comment les différentes offres se développent, quel est le taux de recours aux offres 100%, quelle est l'évolution. Le rattrapage, il peut y avoir un rattrapage, vous l'anticipez ? C'est vraiment un des objectifs, de lutter contre le renoncement aux soins et de faire en sorte qu'il y ait notamment plus de personnes malentendantes qui s'équipent en aide auditive. C'est bien intégré dans les objectifs de la réforme. Donc on aura la mise en place d'un dispositif de suivi, avec un suivi dans les filières optiques, dans les filières audioprothèses, dans le dentaire, mais aussi un suivi plus global pour voir quelle est l'évolution du recours à chacun des paniers, quelle est l'évolution des prix et quelle est l'évolution également des primes des complémentaires santé. Donc ce sera un des points important du comité de suivi qu'on mettra en place de manière concertée avec les complémentaires santé pour s'assurer de la mise en œuvre effective sur le terrain des différentes offres et s'assurer qu'on n'a pas d'effet de la réforme sur le coût des complémentaires. Bernard Spitz, on a entendu les doutes, les inquiétudes de Maurice Rona. Il va y avoir un comité de suivi. Oui. C'est un sujet très sensible et je rejoins ce qu'a dit sur la fin de son intervention Mathilde. Vous connaissez tous la formule de Pierre Dac. La prévision est un art difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Et donc, lorsque nous sommes allés voir la ministre, avec Thierry Baudet, avec Pierre Mille, et Maurice, on est arrivé avec des évaluations différentes en termes de coûts. Et chacun était sincère dans son évaluation. C'est simplement que la vérité, c'est que c'est extrêmement difficile à déterminer. Ce qui va se passer, il y a une volonté sincère de toutes les parties. Des fois, des gens, chacun avance masqué et avec en fait des arrière-pensées. Je ne dis pas du tout ça. Je pense qu'il y a vraiment une volonté sincère de toutes les parties. Et évidemment que l'objectif, c'est de faire du mieux possible pour qu'on ne perde pas d'un côté ce qu'on gagne de l'autre. On n'est pas là pour créer un nouvel écart qui va empêcher les gens d'accéder aux soins, alors que précisément c'est l'objectif de départ. Bon, mais cela étant, sur les années qui viennent, c'est extrêmement difficile. Si quelqu'un dans la salle peut garantir son calcul, j'irai le voir avec plaisir à la sortie, mais c'est extrêmement difficile de faire la résultante de toutes les forces qui vont se produire, puisqu'il y a des gens qui vont faire du rattrapage, effectivement, et c'est le but. Des gens qui n'avaient pas accès aux soins qui vont vouloir les rattraper. Et puis dans le calendrier, ça va aussi varier, parce que la réforme intervenant à partir dans 3 ans, il va y avoir des gens qui vont attendre la réforme. Donc il va y avoir des phénomènes de sens contraire. Et évidemment, ils vont être différents et distincts selon les différents sujets dont on parle, qui n'ont pas de lien. Alors justement, selon les secteurs, à quoi vous attendez-vous ? Rattrapage dans le dentaire, l'optique ?
Comment est-ce que vous ventilez ça ? Ce que je voulais dire sur les secteurs, c'est qu'il y a quelques points sur lesquels on a une vigilance particulière. Ils n'ont pas, d'ailleurs, ils ont un impact financier forcément, mais sur ce plan global, je crois que vraiment, c'est ce qui a été voulu par la ministre et ce qui a été d'ailleurs notre proposition, c'était effectivement d'avoir ce suivi. Ça ne sert à rien de se dire on se revoit dans 3 ans et on fait une clause de revoyure. Non, il faut qu'on suive ça de façon précise, technique, c'est-à-dire sujet par sujet, pour en évaluer au fur et à mesure de la seule vraie réponse qui sera la réponse que les Français donneront au nouveau cadre qui leur est offert. Et les Français et les professionnels de santé, puisque là encore, c'est une interaction qui va jouer entre les deux. Ça va dépendre aussi de l'information des gens, qui va varier. Bon, bref. Donc, ce suivi, il va avoir lieu à la fois par sujet, et puis il y aura un suivi global qu'on va faire avec tous les parties prenantes de l'accord. Donc c'est comme ça qu'on va arriver, je dirais, à voir s'il y a des dérives et à ce moment-là les régler. Mais personne ne s'engage à l'avance à l'idée que qu'il y aura un équilibre parfait entre les économies et les dépenses supplémentaires. Voilà. Alors après, si on peut entrer dans le concret de ces paniers. Oui, alors moi je voudrais dire 3 choses. Il y a 3 sujets qui nous ont qui ont retenu plus particulièrement notre attention, vu de la FFA. Il y en a un premier, je crois, mais la ministre a commencé à y répondre ce matin là, dans sa conférence de presse. Elle y reviendra peut-être dans 2 jours quand elle revient vous voir, et qui pour nous était important. C'est une question de sécurisation juridique, parce que on est en train de changer le cadre, et à côté de ça, il y a des tas d'accords collectifs qui ont été faits en matière avec les partenaires sociaux, et la question est de savoir si dans le temps, il peut y avoir une contradiction entre ces accords et puis le nouveau cadre. Il ne faudrait quand même pas que dans la volonté de faire avancer les choses, on se retrouve en infraction, soit avec la législation du travail, soit avec la législation tout court. Donc, il y a là un travail technique qui est fréquent lorsqu'on fait des changements, parce qu'il faut gérer la transition, et en France, vous savez que notre encadrement réglementaire est dense, donc il faut arriver à trouver une solution. Elle a dit sa volonté, donc ça va être du travail pour vous, Mathilde, pour nous. Un travail conjoint de mise en œuvre pour s'assurer effectivement que la mise en œuvre et la traduction dans les contrats responsables puissent se faire à la fois pour les couvertures individuelles et les couvertures collectives. Bon, donc ça c'est un point important de clarification, je pense, qui est profitable pour tous. Après il y a des sujets, alors effectivement chacun peut mettre l'assistance, c'est un vaste chantier. Moi je mettrai l'assistance sur 2 points. Il y a un point qui consiste à se dire que l'assurance maladie obligatoire, qui déjà ne remboursait quasiment rien en matière de monture, se retrouverait à rembourser moins de 10 centimes d'euros. Donc à un moment où il s'agit de limiter, de simplifier et de limiter les dépenses inutiles et les flux inutiles, je crois qu'il y a là quand même une source assez certaine d'économie et de modernité. Plus fondamentalement sur la question de l'audioprothèse, le président de la République ce matin a insisté sur la question de la concurrence. Alors moi, c'est un sujet qui me touche parce que j'ai été plusieurs années rapporteur au Conseil de la concurrence, et donc je crois beaucoup à l'idée que la concurrence va dans le sens de l'intérêt général. Et je crains que pour l'instant, on ne soit pas tout à fait au bout du chemin. Le président de la République, il avait parlé de ça il n'y a pas longtemps. Il avait dit, en matière justement de prothèses auditives, qu'elles étaient beaucoup plus chères qu'ailleurs, et il demandait pourquoi. Et il disait parce qu'il y avait trop peu de concurrence. Et c'était dans son discours d'Amiens en 2017, il parlait de réconcilier la liberté et la justice, tout ça passant par une meilleure transparence des prix et plus de concurrence. Alors quand on demande qu'est-ce que c'est la concurrence, on s'adresse au gardien du temple, c'est l'autorité de la concurrence. Ça tombe bien, elle avait rendu un rapport décembre 2016, il n'y a même pas 2 ans, donc c'est quand même très actuel. Et je cite, « À cet égard, la dissociation de la vente de l'appareil et de son adaptation d'une part, et de la fourniture des prestations de suivi au-delà de la première année d'autre part, paraît un élément nécessaire à un meilleur fonctionnement concurrentiel du marché. » Et il y avait toute une série, je vous renvoie à l'avis de 2016, qui explique très clairement pourquoi nous avons en France un problème en ne faisant pas cette différenciation. Alors, il y a des progrès qui ont été annoncés. On nous a dit que les professionnels s'engageaient à permettre aux assurés, aux Français, de changer d'orthoprésie s'ils le souhaitaient, et notamment à l'occasion des déménagements. Et donc, tout ceci nous amène à une solution simple,
et qui, je crois, doit s'imposer si on veut que cet engagement ne soit pas simplement une parole, mais un fait concret, et je crois que tous les Français s'attendent à avoir des faits concrets, c'est qu'ils puissent savoir quelle est la part qui revient au matériel et la part qui revient au service. Si quelqu'un déménage, après avoir acheté son appareil il y a 6 mois, et qui déménage dans une autre ville, il va faire quoi? Il va aller voir la personne, quelqu'un dans une autre ville en disant, ben voilà, j'ai acheté mon appareil, j'ai droit à 4 ans de service gratuit. Qu'est-ce que ça vaut? Si quelqu'un perd son appareil, le lendemain du jour où il l'a acheté, ça peut arriver à chacun d'entre nous, il va retourner voir son orthoprothésiste, il va demander, il va devoir repayer son appareil, plus 4 ans de plus de service. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ceci ne peut pas arriver. Donc j'en conclus qu'il faut, dans le cadre de la nomenclature, distinguer simplement et clairement le prix de l'appareil et le prix des services, afin que la promesse faite puisse être tenue. J'ai une question de Marie Chabot justement sur l'innovation. Quelle place pour l'innovation en matière d'offre de soins dans le cadre du RAC 0? Je pense qu'on pourrait aussi poser la question globale que les Français ont posée. Est-ce que ce panier 100% santé, c'est le panier du pauvre? Et est-ce que l'innovation ne sera plus accessible, les implants dentaires dernier cri, les lunettes chères? Est-ce que tout ça s'éloignera de plus en plus? Non, on va peut-être faire circuler la parole, comme Mathilde Lignot-Leloup. Est-ce que ce panier, c'est le panier du pauvre? Alors, clairement non, parce que ce panier, il s'accompagne de critères de qualité qui sont définis de façon très précise. Donc, concrètement, par exemple, pour le panier de l'optique, on a des critères d'amincissement, d'anti-reflet, pour tous les verres, pour faire en sorte que ce soit des verres de qualité et qui répondent à tous les besoins de vue. Et on a effectivement mis l'accent sur plutôt la qualité des verres, avec également une monture qui doit répondre à des objectifs d'un minimum de diversification du nombre de montures présentées. 17 montures, c'est ça? En fait, il faut qu'il y ait au moins 17 gammes, donc modèles différents et dans des couleurs différentes. Donc, au moins 30 montures différentes pour adultes qui soient présentées par les opticiens. Et puis, il y a par ailleurs la possibilité pour la personne, puisqu'il y a aussi une liberté de choix qu'on a souhaité pouvoir préserver, la liberté pour la personne de choisir, si elle veut, le cas échéant, d'avoir ses verres à reste à charge 0, 100% pris en charge, et le cas échéant, choisir une monture qui soit différente et qui soit dans le panier libre si elle veut, par exemple, une marque ou une autre type de monture. Donc on a clairement un panier qui fait l'objet de critères de qualité. Pour les aides auditives, c'est la même chose, au sens où on a défini un socle commun et des critères de qualité qui font que dans l'offre qui sera 100% prise en charge pour les aides auditives, on aura y compris des dispositifs intra-auriculaires, on aura des dispositifs qui répondent à tous les besoins en termes de qualité de cette prise en charge. Et c'est un panier qui forcément évoluera. Donc il est défini aujourd'hui en 2018 avec le principe qu'il y aura une évolution qui, notamment en matière d'aide auditive, on a prévu qu'on aurait une clause de revoyure en 2020 pour voir s'il y a eu des progrès technologiques importants dans le secteur des aides auditives, s'il y a lieu de réajuster la définition de cette nomenclature. Maurice Ronat, vous vouliez réagir sur l'innovation? Oui, moi aujourd'hui, il faut être une très large majorité des contrats sont responsables. Demain, on va mettre en place le reste à charge 0 par l'addition du rôle du régime obligatoire et du régime complémentaire. On a travaillé sur la lisibilité des garanties, ce qui veut dire qu'on est quelque part quand même dans une offre qui sera très réglementée à partir du moment où on a une base identique. Mais moi, je pense qu'on va plus en plus travailler sur le choix de sa complémentaire, sur les services. C'est là où se fera la concurrence, la différence entre vous tous? Ça sera les services qui vont être présentés. Les services, on a parlé d'un certain nombre de choses. Et l'adhérent va être amené à choisir sa complémentaire en fonction des services additionnels qu'il lui offre par rapport à ses remboursements basiques. Par exemple, un exemple. Bien, par exemple, il y en a qui proposent déjà un certain nombre, il faut faire attention à ce que je vais dire, sur la télémédecine. Il y en a qui offrent un certain nombre d'autres prestations sur un certain nombre de dossiers, sur la prévention. Oui, aujourd'hui, je pense que la réglementation va faire
qu'on pourra analyser plus finement les offres et on va ajouter à ces offres les services qui sont additionnels. Jamel Swamy. Oui, alors sur l'innovation et la prévention, je vais illustrer par un cas un peu particulier. Nous avons conclu avec un syndicat de médecins, alors nous, institution de prévoyance, avec un syndicat de médecins, un accord cadre dans le but d'ouvrir à nos institutions de prévoyance des possibilités de mise en place de dispositifs particuliers avec ce syndicat de médecins. Le groupe Clésia a décliné ce protocole-là sur la branche transport, avec le financement, je vais dire au premier euro, puisque c'est le terme qu'on utilise souvent, d'une consultation de prévention auprès de médecins volontaires de ce syndicat-là. Alors, on est dans un dispositif, alors la prévention, tout le monde veut en faire et on a tous beaucoup de mal à lui donner corps et à lui donner sens. Là, on a un cas d'une contractualisation entre deux acteurs où l'État n'est pas là. Alors en France, ça fait bizarre, hein. Quand l'État n'est pas là, on se dit c'est louche. Non, je vous assure, c'est bien dans le sens de l'innovation en termes de santé, sur une branche donnée, avec une organisation donnée, et qui va amener à une amélioration de la santé des 600 000 personnes et de leurs familles concernées par l'accord. Nous espérons pouvoir l'étendre et nous espérons que le modèle pourra être repris. Il n'est pas exclusif, il n'y a pas de brevet dépôt dessus. Ça va dans le sens d'une amélioration de la santé. 2 questions de la salle. La première, c'est celle de Benjamin Laurent. Une question pour vous, Mathilde Ligne-Leloup. L'entrée en vigueur par les organismes complémentaires des engagements présidentiels sur le RAC 0 doit être la plus prochaine possible. Mais pour les contrats collectifs, le temps de la négociation doit être pris en compte au regard des lourdes modifications. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est le point qu'on évoquait tout à l'heure avec Bernard, et je vois que la question vient aussi d'un ancien de la DSS, donc qui est au fait des analyses juridiques qu'on doit mener. Mais effectivement, le point qu'on a évoqué, c'est de faire en sorte qu'on travaille sur le cadre juridique qui permette de modifier le cadre des contrats responsables, à la fois pour les contrats individuels et les contrats collectifs, en tenant compte effectivement de la particularité de ces contrats collectifs qui ont été négociés souvent dans des branches ou des entreprises par les partenaires sociaux. Donc ça, c'est un travail qu'on a engagé avec, d'un point de vue juridique, pour faire en sorte qu'on facilite et fluidifie les différentes étapes pour être au rendez-vous de la mise en œuvre à partir de 2020 et 2021. Voilà. Question de... Quelqu'un d'autre voulait réagir ? Sinon, je prends la question de Marie Chabot. L'impact du reste à charge zéro sur les référencements avec les ministères est-il anticipé ? Qui prend cette question ? Marie Chabot, je suis désolée. C'est qui Marie Chabot ? Est-ce que je l'ai mal lu ? Parce qu'avec mon système, là, non ? Elle est bien lue. Maurice Renard. La question qui est posée est la même aussi pour l'ACS. Je rappelle que l'ACS devait être mise sur la table et qu'on a repoussé d'une année. Ça veut dire que pour le référencement, pour l'ACS, pour tous les contrats, qu'ils soient collectifs ou individuels, il y a un gros travail de mise en place du reste à charge zéro et qui, à mon avis, alors je ne suis pas trop sur les ministères, mais si nos amis de la fonction publique comme ça, on peut aller les aider. Je veux dire par là qu'il y aura du boulot à faire pour tout le monde, parce qu'il y a une remise à niveau des offres, qu'elles soient référencement. J'insiste sur l'ACS, puisqu'on n'a pas pu refaire l'appel d'offres ACS, et j'insiste aussi sur l'échelonnement sur 2 à 3 ans du dossier. Donc ça veut dire qu'on va être obligé de refaire des offres sur 2 à 3 ans. C'est un lourd travail, et je m'associe à mes 2 autres collègues qui ont insisté là-dessus en disant, d'un côté on veut aller vite, mais de l'autre côté c'est très lourd à mettre en place. Sur l'ACS, comme vous le savez, en fait, on a prolongé l'appel d'offres actuel de l'ACS jusqu'à fin 2019. Et effectivement, l'objectif, c'était de nous permettre d'aboutir sur le contenu du panier reste à charge nul, 100% santé. Et du coup, maintenant, de faire en sorte qu'on traduise ce panier à la fois dans les garanties de la CMUC et qu'on traduise également ces garanties pour les bénéficiaires de l'ACS et qu'on revoie du coup le dispositif dans ce cadre.
cadre. Donc ça fait partie des sujets qui vont être travaillés dans les prochains mois pour que l'ensemble du dispositif soit prêt sur la période 2020-2021. Est-ce que ces paniers seront disponibles, seront comparables entre les 3 familles? Comment vont-ils être comparables? On parlait de lisibilité tout à l'heure. Est-ce que vous avez amélioré la lisibilité? Et est-ce qu'il sera disponible partout sur le territoire avec la liberté d'aller chez n'importe quel opticien? Ou est-ce qu'il y a des contraintes? Là, je suis dans la mise en œuvre concrète. Peut-être non? Oui, d'abord sur le fait que en fait, ce panier 100% santé, il sera disponible sur l'ensemble du territoire puisque tous les opticiens, les audioprothésistes devront dans leur devis proposer au moins cette offre sans frais. Ils pourront proposer d'autres offres, mais le devis prévoira l'obligation de présenter cette offre sans frais. Donc c'est un dispositif qui du coup sera ouvert sur l'ensemble du territoire et garanti pour tous les assurés qui ont une complémentaire santé responsable. Il nous reste une dizaine de minutes. Vous avez commencé par là, en fait, c'était d'ailleurs intéressant. Vous avez commencé par penser aux conditions de succès de cette réforme, par vos inquiétudes et à quoi vous jugerez. Sandrine Lemery, pour la CPR, quel va être votre rôle et à quoi jugerez-vous du succès du point de vue de l'autorité de contrôle du RAC 0 ou du remboursement 100% santé? Alors, du point de vue de l'autorité de contrôle, le succès, c'est quand on va voir les organismes et puis que tout va bien. Donc, c'est notre rôle de prévention. On est en plus en prévention qu'en remédiation. Donc, le succès, c'est qu'en effet, la réforme se mette en place sans augmentation des cotisations et avec des prestations qui sont payées comme elles se doivent. Il y a une question de devoir de conseil qui rentre en vigueur, une réglementation sur le devoir de conseil où jusqu'à aujourd'hui l'optique, l'audio et le dentaire c'était vraiment au cœur du devoir de conseil puisque c'est environ un tiers de la prestation de santé. Avec un reste à charge zéro, on peut imaginer que le panier va être plus standardisé, plus spécifique, donc il y a moins de risques de défaut de conseil. Donc le succès de cette réforme, c'est qu'en effet les organismes la mettent en place sans mettre en péril ni leur solvabilité ni leurs équilibres techniques et sans augmenter leurs cotisations. Oui, je vous disais, ils en parlaient tout de suite en réalité. Bernard Spitz, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ne peux que les lire sur l'écran. Donc allez-y, Bernard Spitz, puis Jamel Swami, puis Mathilde Vigneault-Leloup, puis Maurice Renard. Je rejoindrai Sandrine sur le fait que le signal du succès, c'est que tout le monde est content et que tout va bien. Donc ça, je ne vais pas dire le contraire. Alors, les complémentaires et les patients. Oui, merci à celui qui m'applaudit au 6e rang pour cette avancée conceptuelle. Écoutez, d'abord, le succès, c'est que tout le monde soit sincère, comme je disais tout à l'heure, dans sa volonté d'aboutir. On est en train de défricher des territoires mal connus, c'est-à-dire comment vont réagir des gens qui jusqu'à présent n'avaient pas accès aux soins. Je veux dire, sur le papier, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas, ils vont y accéder. Mais ce n'est pas aussi simple que ça dans la vie. Il y a une question d'information, il y a une question d'être capable d'aller voir, consulter les personnes qu'il faut. Enfin, tout ça, et vous le savez tous, dans la vie réelle, c'est plus compliqué que ça. Donc, est-ce qu'on va être capable d'engager collectivement cette dynamique, de faire en sorte que ce soit simple, que ce soit transparent, que ça puisse donc être accessible au plus grand nombre. Ensuite, il faut qu'on soit capable d'être les plus réactifs possibles. C'est pour ça qu'un comité de suivi, c'est important, parce que si on fige une situation pendant 3 ans, pendant que le monde avance et qu'on se retrouve dans 3 ans, ça ne marcherait pas. Or, il y a beaucoup d'éléments qui vont bouger. Il y a d'abord effectivement la façon dont les gens vont répondre, puis il y a ce qu'on disait tout à l'heure sur l'innovation. Il se peut qu'il y ait des innovations sur le plan médical, sur le plan industriel, sur le plan technique, qui changent les cartes et ce qui nous amèneront à réagir collectivement aussi. Donc ça fait partie des éléments du succès. Je crois que l'important, c'est aussi que du point de vue de l'administration, qui porte son fardeau, le travail de simplification que tout le monde revendique s'accomplisse. Or parfois la simplification c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué que lorsqu'on supprime 2 textes pour en faire un, il faut 5 textes pour expliquer comment il faut lire celui qui reste.
Voilà, ça va être un gros travail, un gros investissement pour tous. Et tous les points qu'on a vus sont des points qui peuvent apparaître de détail, mais c'est la résultante de tout ça qui fera qu'on sera dans le succès. Mais je pense qu'on est parti collectivement avec une telle volonté d'aboutir que cette condition-là du succès, elle existe au départ. Après, ça sera notre capacité à travailler ensemble qui donnera la réponse. Jamel Swami. Alors, elle sera un succès si elle atteint ses objectifs. Moi aussi, j'innove. Personne au 6e rang m'applaudit. Bon, j'ai pas le même succès que Bernard. Merci. Favoriser l'accès aux soins, à des soins de qualité et réduire le reste à charge. Si cette réforme à échéance, fin du mandat, 22, a atteint ses objectifs et qu'elle n'a pas perturbé excessivement les comptes des organismes complémentaires d'assurance maladie, ça sera un succès. Ça sera un succès. Et vous pensez que cette réforme peut aider les gens à ne plus renoncer aux soins? C'est votre conviction? Au rythme où on va progresser. Est-ce qu'on aura atteint... Je vais prendre un exemple. J'ai des lunettes. Allez-y, mais il nous reste moins de 10 minutes. Ça va. Ça y est. Je prendrai moins de 10 minutes. Et vous êtes plusieurs. Merci. J'ai des lunettes. Je les ai depuis 2 ans et demi. Moi aussi, regarde. Hop. Voilà. Donc demain, reste à charge 0. Je peux aller les changer, gratuit. Est-ce que je vais aller le faire? Combien d'entre nous vont aller le faire? Difficile à mesurer. Si on va tous le faire au bout de 2 ans et 1 jour, parce que c'est gratuit, c'est pas des Chanel, hein, c'est des normales. À ce moment-là, on va planter la réforme. Parce qu'elle aura atteint ses objectifs qualitatifs de santé sociale et on aura perturbé significativement les comptes des organismes complémentaires. Donc, difficile de dire. Ce qui me conforte dans la démarche, c'est que nous avons acté, et j'espère qu'il fonctionnera bien sur le fond et sur la lettre et sur l'esprit, ce comité semestriel avec toutes les parties prenantes présidé par la ministre. Ça sera quelque chose de très bien. Et ce que je retiens de positif dans cette contrainte qui nous a été imposée par le politique, c'est qu'elle nous aura amené à travailler ensemble, les 3 familles, et peut-être que cette contrainte-là nous aura fait passer un cap auquel cas on aura gagné quelque chose en plus. Vous parliez de l'impact économique. On a une question d'Anne Madame Sersdorf. Quels dispositifs de mesure d'impact du RAC 0 seront mis en place? Alors, pour évaluer l'impact économique sur la mutuelle, mais là aussi pour évaluer la satisfaction des Français. Mathilde Lignot-Leloup. C'est une vraie question et effectivement l'objectif de cette réforme, c'est de faire en sorte qu'on réduise le renoncement aux soins. Ce sera un signal important de voir si on a réussi à faciliter l'accès aux soins et on a prévu d'avoir des enquêtes auprès des patients dans le secteur de l'optique et dans le secteur des aides auditives pour justement mesurer à la fois leur satisfaction du panier 100% santé, comment cette offre a permis de leur faciliter l'accès aux soins et d'avoir ainsi des éléments de monitoring de l'impact de la réforme vu des Français qui auront eu recours à cette offre. Donc, un des points importants de nos instruments de suivi, ce sera de voir le taux de recours à ces offres, la baisse du renoncement aux soins, le développement de la prévention et qu'on puisse ainsi avoir au travers de cette offre un changement de l'organisation aussi de notre système vers plus de prévention et moins de curatifs. Notamment, c'est un des points important dans le dentaire de faire en sorte qu'on puisse développer tout ce qui est les examens de prévention et les soins conservateurs en amont. Question à vous. Ça se verra vite. Est-ce qu'on va voir rapidement les effets de cette réforme? Qui sait répondre? Est-ce que c'est une réforme au long cours? Maurice Renard? Moi, je voulais d'abord répondre à la question précédente. Pour nous, en mutualité, on verra sa réussite de la façon très simple si on a pu emmener dans ce dossier et faire bénéficier à la majorité de nos adhérents du reste à charge 0, tout en ayant des augmentations de cotisation maîtrisées. Et je dis bien maîtrisées. D'où l'intérêt de ce qui a été dit tout à l'heure, d'une revoyure 2 fois par an, sur le plan politique et sur le plan technique, pour vérifier que les objectifs sont bien tenus. Alors, quel impact? Alors, il y a un petit souci quand même, c'est qu'aujourd'hui, on va surtout mettre des choses en place en 2020. Aujourd'hui, on est mi-2018. Il faudra qu'on fasse attention à cette période 2018-2019
et qu'on n'arrive pas à fin 2019 sur nos comptes, c'est merveilleux, on a des résultats techniques qui sont bons, et puis qu'on plonge très fortement l'année d'après quand on sera sorti. Et je crois que ça a été dit, nos résultats techniques aujourd'hui sont proches de zéro. Donc très clairement, l'économie du système doit passer par des plus et des moins qui doivent s'équilibrer. Mais je pense que c'est qu'en 2020 qu'on verra les résultats de ce dossier, en étant prudent quand même. Vous êtes tous d'accord, Mathilde Lignot-Leloup? Alors pour les patients, concrètement, dès 2019, il y aura une amélioration de la prise en charge pour les aides auditives. Et donc, il y a une baisse du reste à charge sur les aides auditives qui va être d'environ 200 € avec une meilleure prise en charge dans ce domaine. Il y aura même également en 2019, vont commencer à se mettre en place les prix limites. Donc, je pense qu'on verra des résultats encore plus significatifs de la réforme à partir effectivement de 2020, fin 2020, parce qu'on aura à la fois l'entrée en vigueur du 100% optique en 2020 et la prise en charge à 100% pour tout ce qui est couronne et bridge dentaire. Et là, on sait que c'est un point très important de cause de renoncement aux soins pour les patients et donc une évolution très significative en 2020 pour les patients. Donc on aura des éléments qui permettront de voir à la fois le taux de recours, l'impact, et qu'on puisse ensuite s'assurer qu'on a les objectifs de maîtrise, d'amélioration du recours aux soins avec une maîtrise sur les coûts des complémentaires. Mais en 2020, ça doit s'équilibrer, notamment avec la concomitance des mesures qui rentrent en vigueur sur l'optique et qui rentrent en vigueur sur le dentaire. Est-ce que j'ai le temps pour une dernière question de la salle? Je le prends. Sébastien Rio, y a-t-il des contrôles sur la facturation de prévus pour éviter les dérives ou fraudes aux prestations? Quelle lisibilité pour les mutuelles? Et après? Qui prend la... Non? Contrôle facturation? Oui, professionnels de santé. Quelle lisibilité pour les mutuelles auprès des professionnels de santé? Sur la première partie de la question, on travaille tous plus ou moins avec des plateformes. Et je crois que le rôle des plateformes sera justement de vérifier que tous les termes des conventions qui ont été mis en place, c'est-à-dire des offres, reste à charge zéro, toutes les présentations, soient bien respectées. Un des points importants, mais qui est plus large, c'était il faudra s'assurer, et la ministre l'a bien rappelé, que le devis est bien présenté par les professionnels et notamment que le devis, à chaque fois, systématiquement, permet aux patients d'avoir un libre choix entre une offre sans reste à charge et une autre offre. Donc ça fera l'objet aussi de contrôles de la DGCCRF qui fait des contrôles dans ces secteurs. Oui. Et Bernard Spitz, puis Sandrine Lemry. On peut ajouter, parce que là, en fait, derrière cette question, il y a une question d'équité aussi. C'est que s'il y a des fraudes, c'est au dépens des autres. Et je crois que, on parlait d'innovation tout à l'heure, l'intelligence artificielle est un moyen qui va permettre à l'avenir de détecter, d'identifier, donc de réduire ces fraudes pour tous les professionnels. Et donc, c'est quelque chose de sain. Et pour revenir une seconde sur la question de tout à l'heure, je crois que ça a été dit, il y a 1 ou 2 années là, qui viennent qu'il faut utiliser avant que le dispositif soit complètement maîtrisé. Il faut les utiliser pour un certain nombre de résolutions techniques, juridiques et diverses, faciliter la coordination entre l'AMO et les professionnels. J'évoquais tout à l'heure le remboursement des montures pour des millimes, et donc chose dont il faut dépasser l'horizon. Et puis aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, pour qu'il y ait une pleine opérationnalité sur un certain nombre de propositions ou même d'engagements qui ont été faits, il faut passer il y a quelques solutions techniques. J'évoquais celles sur les orthoprothèses, il y en a d'autres. Quelques solutions pratiques qu'il faut mettre en œuvre dans les semaines, les mois qui viennent et qui permettront au dispositif d'être pleinement efficace. Sandrine Lemry. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que le métier de l'assureur, c'est pas seulement de payer, de verser des prestations, mais de plus en plus, c'est d'être sur toute la chaîne, donc en amont sur la prévention et en aval sur le soin et sur le service. Et que par ailleurs, toutes les réglementations, elles vont dans ce sens de connaissez mieux vos clients, maîtrisez vos risques. Donc c'est le métier de l'assureur de savoir d'aider l'assuré à mieux gérer son risque, au-delà d'être un simple payeur. Merci à vous. Je crois qu'on a été
parfaitement dans les temps. Bernard Spitz, Sandrine Lignot-Leloup, Jamel Swamy, Sandrine Lemry et Maurice Renat.